Chers auditeurs de la radio pour tous, bonjour. Il est l'heure pour tous de parler du droit sur Radio Dina. Revenge porn, fuite de données personnelles à caractère sexuel, chantage. Que dit la loi? Quelles actions peuvent être entreprises pour protéger les victimes et quelles sanctions pour les auteurs? Ces questions seront au cœur du débat de ce nouveau numéro avec notre invité du jour, Emmanuel Signon, qui n'est pas étranger à ce plateau. Quant à moi, je suis Méchac Niaro. Cher invité, bonjour. Bonjour Méchac. Alors, Emmanuel peut nous rappeler qui il est? Alors, bonjour à chers auditeurs et auditrices. Je suis Emmanuel Signon, je suis juriste et depuis un certain moment, je m'intéresse à tout ce qui est droit de nouvelles technologies et donc les questions relatives à l'usage d'Internet et tout ce qui va avec. Super. Alors, vous vous intéressez à la technologie. Aujourd'hui, on parle d'un élément de la technologie, l'image. Que représente dans le vocabulaire juridique l'image? Alors l'image, comme on le dit, c'est une représentation donc d'une personne ou d'un objet. Donc, représentation à l'aide d'un appareil photographique ou à travers peut-être même en dessin, à travers l'art. Donc, l'image en termes très simples, c'est la représentation d'une personne ou d'une chose ou d'un bien à travers quelques procédés que ce soit. D'accord. On en vient à la seconde question. Qu'est-ce que le droit à l'image? Alors, le droit à l'image, c'est ce droit-là qui est reconnu à tout individu de contrôler l'usage qui est fait de son image. Donc, la loi reconnaît à tout le monde le droit au respect de sa vie privée. Et quand on fouille un peu la notion de vie privée, on voit qu'on parle tout de suite de l'image et on parle de l'intimité, mais puisque c'est l'image qui nous intéresse, donc l'image de la personne est reconnue, la protection de l'image est reconnue à chaque individu. Donc, souvent d'autres parlent de droit de l'image pour désigner ce droit, et maintenant droit à l'image pour revendiquer l'usage qui est fait de ce droit-là. Donc la terminologie exacte, c'est le droit de l'image, si je vous suis. Alors, d'autres l'utilisent de façon indifférente, que ce soit droit à l'image ou droit de l'image, parce que quand on regarde de plus près, les deux notions renvoient à la même chose. D'accord. Alors, on a un droit de l'image, un droit à l'image. Est-ce qu'il existe un droit de la vidéo? Alors, en droit de la vidéo maintenant, c'est une reproduction animée d'images. Et cela fait appel à des questions de propriété intellectuelle. Dans un premier temps, si vous êtes propriétaire d'une vidéo, donc vous pouvez contrôler l'usage qui est fait de cette vidéo. Et même là encore, il peut s'agir d'une vidéo qui n'a rien à voir avec une personne. Il peut s'agir d'une vidéo qui a été filmée, qui filme peut-être une vidéo documentaire. Mais, puisque vous parlez de droit d'une vidéo, on va plutôt parler donc de droit de la propriété intellectuelle, donc les droits que vous disposez en tant qu'auteur sur cette vidéo-là. Donc, c'est sous ce temps que je veux aller. Maintenant, si on va revenir sur l'angle de droit à l'image, vous faites une vidéo de vous-même, bon, vous avez le droit sur la vidéo, ou si quelqu'un vous filme sans votre consentement, c'est que vous avez le droit de contrôler l'usage qui est fait de cette vidéo qu'a fait la personne. Peut-être c'est ce qu'on peut dire, mais quand on va regarder de plus près, il n'y a pas dans les textes de loi ce qu'on va appeler droit de la vidéo. Vous voyez, singulièrement, il n'en existe pas. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer les prérogatives qui sont reconnues aux individus qui ont un droit sur leur image? Alors, le droit à l'image, c'est ce droit qui est relié à la personnalité. Oui. Donc, d'autres parlent de droit de la personnalité. Et donc, si le droit à l'image est un droit de la personnalité, c'est que, dans un premier temps, vous jouissez de tous les prérogatives que vous reconnaît la loi. C'est-à-dire que vous contrôlez l'usage qui est fait de votre image. Et dans cette perspective-là,
l'image ne peut pas faire l'objet de commerce dans un premier temps. Ah oui? Oui, dans un premier temps, l'image ne peut pas faire en principe l'objet de commerce. Vous ne pouvez pas céder votre image. Votre image, c'est votre identité. Vous voyez? Mais non, dans un second temps, il faut observer que dans certaines situations, les personnes vendent leurs images. Oui. Vous voyez? Ou plutôt, ces personnes jouent le rôle, par exemple, de modèle, donc ou plutôt, plus précisément, de mannequin. Voilà. Donc, mannequin pour représenter un produit, une marque, un service, ainsi de suite. Et là, maintenant, ça veut dire qu'on est en train de mettre son image au service d'une activité. Donc, l'image, maintenant, devient quelque chose qu'on peut évaluer en somme d'argent. Mais en vrai, c'est une évaluation qui est faite par rapport au service que vous rendez. Vous voyez? Ou encore, ceux qui font, comme on appelle, qui utilisent leurs images pour faire des publicités. Toujours ça rejoint les mannequins. Donc, dans cette catégorie-là, on peut dire que l'image, dans un premier temps, qui est un droit de la personnalité, à un moment donné, a pu être évaluée en somme d'argent. Vous voyez, donc, lorsqu'on devient mannequin, et donc notre image est exploitée. Mais tout de même, dans cette logique aussi, il y a ce droit à l'image qui vous est reconnu parce que vous avez la possibilité de contrôler l'image et l'usage qui est fait de l'image que vous avez mis en service, en exploitation. Vous voyez, on ne sait pas si c'est clair. C'est clair. Et ça sera clair pour les auditeurs. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que le droit à l'image donne le droit de se filmer, de prendre des photos à caractère sexuel de soi-même ou de filmer ses relations intimes? Ok. À quelque part, la loi dit que tout le monde a le droit de disposer de son corps. Vous voyez? Et donc, si je me tiens à cette règle qui reconnaît à tout le monde le droit de disposition de son corps, c'est que vous êtes libre de vous filmer, de faire ce que vous voulez, puisqu'il s'agit de vous. Mais à côté, il y a, comme on appelle, quelques freins, quelques limites, parce que la loi aussi dit quelque part qu'il ne faut pas faire un usage abusif d'un droit qui vous est reconnu. Vous voyez? Il ne faut pas tomber dans l'abus d'un droit. Donc, puisque c'est votre image, c'est pour cela qu'il ne faut pas en abuser. Parce que l'abus créerait certainement des préjudices pour d'autres personnes. Et donc, si vous filmez et ça reste dans votre téléphone, ça reste votre intimité, personne ne viendra vous l'interdire. Et d'ailleurs, personne ne saura que vous êtes filmé. Mais du moment où vous, délibérément, publiez ces images, là, c'est que vous tombez sous le coup de la loi. Et on peut parler d'outrage public à pudeur, par exemple, qui est une infraction, parce que vous vous exhibez sexuellement, ou encore vous publiez des images à caractère obscène, donc qui portent atteinte à la pudeur, et donc qui va préjudicier à la société. Dans ce moment maintenant, il y a des sanctions qui vont s'appliquer. Donc vous avez un droit sur votre image, de disposer de votre corps, de vous filmer, de faire ce que vous voulez, mais il faut le faire dans les limites qui vous sont reconnues par la loi. Oui. Dans quel cas est-ce qu'on peut tomber dans l'abus? Alors, on tombe dans l'abus, par exemple, dans cette situation, vous filmez votre nudité et vous publiez. Quand vous publiez, parce que là, ça veut dire que ça sort du caractère privé, ça sort vous sortez l'image du champ de l'intimité que vous partagez avec tout le monde. Donc, quelque part, ce sont des images à caractère obscène. Vous voyez? Et en ce moment maintenant, vous êtes en train de commettre une infraction. Donc, il peut s'agir d'atteinte à la pudeur ou encore plus, comme le dit, l'outrage public à la pudeur. Vous voyez? Donc, voilà. Oui, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la question d'outrage public à la pudeur. Par exemple, vous pouvez donner des exemples d'images ou de vidéos qui pourraient, une fois publiées, qui pourraient être considérées comme outrage, comme une infraction? Alors, il peut s'agir d'images à caractère sexuel et surtout quand on prend notre loi, il faut dire que la définition d'outrage, comme on appelle public à la pudeur, parle plus de la notion d'exhibition sexuelle ou encore des images qui peuvent causer scandale. Vous voyez, dans ces scènes
à caractère obscène qui cause un scandale. Donc, à titre d'exemple, dans cette catégorie ou dans cette définition que nous donne la loi, lorsque vous publiez des images à caractère sexuel, par exemple, vous allez une photo en bikini? Alors, une photo en maillot de bain, encore, ça va. Vous voyez, on ne va pas parler d'exhibition sexuelle, mais quand vous allez à un certain degré, et il faut observer que maintenant, ça sera au juge de faire les interprétations. Dans quel cas, par exemple, porter un bikini peut être une exhibition sexuelle? Vous voyez, vous êtes à la piscine, vous portez un bikini. On sait qu'à la piscine, on porte un bikini. Mais vous êtes étudiant à l'université et vous portez bikini, vous venez à l'université. En Dieu, mais c'est que là, le cadre n'est pas approprié. Et on pourrait peut-être, le juge pourrait interpréter que, dans ce cadre, c'est que vous êtes en train de vous exhiber sexuellement et vous pourrez être puni. Donc, vous voyez, donc sur cet aspect, il faut dire que la loi a... Je vais chercher rapidement le truc pour vous. Donnez-moi une minute. Oui. Alors, c'est précisément l'article 390 qui dit « Constitue un outrage public à la pudeur l'exhibition sexuelle, donc consistant à causer publiquement scandale par des scènes ou des gestes obscènes. » Donc, pris sous ce temps, il reviendra maintenant au juge d'apprécier au cas par cas. Peut-être, comme je donnais l'exemple du bikini, ça peut être aussi une autre situation dans laquelle, compte tenu du cadre, on ne parlera pas d'exhibition sexuelle, mais dans un autre cadre, on parlera d'exhibition sexuelle. Bon, je peux me permettre peut-être, par exemple, de parler des sites de pornographie. Oui. Alors, la pornographie existe, c'est une activité commerciale pour certains. Et donc, lorsque vous filmez, supposons que vous avez un compte, vous filmez et que vous vendez, par exemple, un site de pornographie. Je ne parle pas de vous, hein. Oui, je donne un exemple. Voilà. Donc, Monsieur X et Madame X se filment, ont un contrat avec une maison de production de contenu, comme ils aiment l'appeler, de plaisir, et qu'ils vendent ces contenus à, comment on appelle, ou produisent ces contenus pour cette maison de production, par exemple, il n'y a pas de problème. Si vous allez sur ce site, allez visualiser ces vidéos, on ne parlera pas, ça ne rentre pas dans le champ des exhibitions sexuelles. Mais au contraire, à chaque fois que vous en faites, vous les publiez sur les réseaux sociaux dans l'intention de monétiser vos pages ou d'attirer, d'avoir plus de vues. À ce moment, ça va interpeller le législateur, ça va interpeller plutôt le juge. Vous serez sanctionné parce que ce n'est pas le cadre pour le faire. Donc il y a une restriction au droit à son image. Voilà, oui, il y a une restriction au droit à son image, je l'ai dit préalablement, c'est de ne pas en faire un usage prohibé. Vous voyez, et c'est le cas pour tous les droits. Vous voyez, c'est pas parce que vous disposez du droit de vote, par exemple, que vous devez voter 2 fois. Là où il faut voter 1 fois. Vous voyez. Donc, quand il faut voter 1 fois, c'est pas parce que la loi vous reconnaît le droit de vote qu'il faut voter 2 fois. Là, vous êtes en train d'abuser de votre droit. Et c'est la même chose pour le droit. Et c'est la même chose pour le droit à l'image. La loi vous reconnaît le droit de disposer de votre corps de la même manière, de contrôler l'usage qui est fait de votre image, mais tout de même vous interdit d'en abuser. Vous filmez, vous gardez pour vous, mais vous publiez. Cela crée un scandale ou constitue un outrage, à une atteinte à la pudeur, vous serez sanctionné. Et il y a de ces faits très récents, je me réserve de citer des noms, mais vous allez observer qu'il y a de ces personnes qui sont allées en prison, juste là parce qu'ils ont tenu des propos qui portaient atteinte à la pudeur. Vous voyez, dans un cadre où il ne fallait pas le tenir, sur TikTok. Et là encore, on ne parle pas d'image, mais juste des propos tenus dans des vidéos. Vous voyez, dans des lives, des propos qui sont tenus, mais ces propos ont été appréciés comme des propos qui portent atteinte à la pudeur. Vous voyez? Donc, constitue un outrage public à la pudeur. Et ces personnes ont fait l'objet d'emprisonnement. Certains avec sursis. Donc, vous voyez? Et imaginez jusqu'au degré de l'image. Là, ce n'est que des paroles. À chacun de faire son image dans sa tête. Et puis, vous publiez encore des vidéos, des images. Là, c'est encore plus dangereux. Oui, je vais énoncer ma question suivante comme ça. Est-ce que le droit de l'image diffère selon qu'on soit une personne
qu'on soit en face d'une personnalité publique ou qu'on soit juste une personne physique lambda? Alors, la question de la personnalité publique, nos autorités, par exemple. Alors, le droit à l'image ne diffère pas d'un individu A à un individu B. La loi est générale et impersonnelle reconnaît à tout le monde le droit de contrôler l'usage qui est fait de son image. Mais il faut observer que pour l'exercice d'un certain nombre d'activités, il y a à côté des limites pour des raisons de, comment on appelle, non, pas d'éthique, mais je vais plutôt parler de la liberté de l'information ou encore la liberté d'expression. Donc il faut observer qu'à côté du droit à l'image, il y a la liberté de presse, la liberté d'expression. Et donc, vous êtes une autorité, vous participez à une activité, c'est tout logique qu'on puisse communiquer là-dessus. Donc, dans cette situation, par exemple, vous ne pourriez pas venir empêcher l'usage de votre image. Et d'ailleurs, quand on observe très bien ce que la loi condamne le plus, c'est lorsqu'on rentre dans votre intimité pour vous filmer, ou encore lorsqu'on utilise des images relevant de votre intimité. Mais lorsque vous êtes en public, il ne faudrait pas que vous revendiquez votre droit à l'image à tel point que ce droit à l'image dépasse les frontières de la liberté d'expression et encore de la liberté de presse. Par exemple, les joueurs sur les terrains de football, les joueurs ils ne peuvent pas empêcher qu'on utilise leurs images. D'ailleurs, on doit passer l'information. Donc, en raison du droit de l'information, qui est aussi un autre droit qui est reconnu par la loi elle-même, donc on ne peut pas empêcher l'usage de son image. Et puis, peut-être je vais trop vite, sûrement la question vient, c'est d'observer aussi qu'à chaque fois qu'il y a usage de votre image et que vous estimez qu'il y a eu un mauvais usage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir le juge. Et quand on saisit le juge va regarder aussi l'aspect préjudiciable. Est-ce que ça vous préjudicie? Vous allez démontrer en quoi est-ce que ça vous préjudicie? En quoi est-ce que ça vous porte atteinte? En quoi est-ce que ça porte atteinte à votre dignité? Vous voyez? Donc voilà un peu des éléments sur la question. Oui. Alors, quelles sont les principales violations du droit à l'image? Alors, les principales violations du droit à l'image, c'est de ne pas respecter le droit à l'image de quelqu'un. Juste comme ça? Oui, je vais dire comme ça. C'est de ne pas respecter le droit à l'image de quelqu'un. Ou encore, peut-être, je vais appeler les dispositions du code pénal qui parlent de l'atteinte à la vie privée. Et donc, du moment où vous violez l'intimité d'une personne, vous publiez des photos, des correspondances, peu importe, d'une personne dans un cadre purement privé, là, vous êtes en train de violer le droit à l'image de cette personne. Mais non, au-delà de ça, j'avais préalablement dit, l'image est reliée à l'identité d'une personne. Et tel qu'on le conçoit dans un premier temps, en principe, l'image est un droit de la personnalité. Et donc, n'est pas cessible. On ne peut pas... justement, on ne peut pas céder son image parce que c'est nous. Mais il faut observer des limites où aujourd'hui, il y a des personnes dont les images sont utilisées à des fins commerciales. J'ai parlé des modèles, photos ou encore des mannequins. D'ailleurs, il y a même des lois sur l'exercice de la profession de mannequin. Et donc, dans ce cas, par exemple, un contrat a été signé avec le mannequin pour usage de son image. Maintenant, vous en faites un autre usage que ce qui a été prévu dans le contrat. En ce moment, vous êtes en train de violer ou vous n'êtes tout simplement pas en train de respecter les obligations contractuelles qui vous lient à la personne. Donc, voilà des situations. Et les situations, les exemples que j'ai donnés ne sont pas exhaustifs. Il y a mille et une manières de violer le droit à l'image de quelqu'un. Donc, je ne saurais forcément avoir toute la liste. C'est pas évident, on n'est pas forcément dans la tête de ceux qui violeraient, mais il faut comprendre qu'à chaque fois que vous vous comportez ou Monsieur X se comporte d'une manière ou d'une autre qui porterait atteinte à l'image de quelqu'un, on dirait que cette personne est en train de violer le droit à l'image de la personne. Alors, parmi les actes et les éléments qui constituent une violation du droit à l'image, lesquels peuvent être étiquetés comme infraction,
lesquelles sont parmi les infractions des délits? Alors, il faut dire que les infractions relatives à l'atteinte à la vie privée sont plus classées dans la catégorie des délits. Donc, il faut dire que on a, selon le droit pénal, les auditeurs vont nous excuser pour ceux qui ne sont pas juristes. Alors, on a les contraventions, c'est la première catégorie d'infraction. Le fait, par exemple, de violer un feu tricolore, ce sont des infractions très mineures. Donc, ça, c'est une contravention. Donc, après, la seconde catégorie, ce sont les délits. Et la troisième catégorie, ce sont les crimes. Voyez? Et donc, les atteintes à la vie privée font partie de la deuxième catégorie. Qu'est-ce qui différencie les catégories? C'est la lourdeur des sanctions. Vous voyez, la manière dont on punit un crime, ce n'est pas de la même façon qu'on punit un délit. Et donc, l'atteinte à la vie privée est dans la catégorie de, comment on appelle, des délits. Et donc, à ce niveau-là, vous cherchez l'article? Oui, je cherche l'article qui parle de l'atteinte pour vous lire les... Voilà. Donc, lorsque vous violez l'intimité d'une personne, la loi dit que vous êtes puni à une peine d'emprisonnement de 6 à 2 ans, 6 mois à 2 ans, et d'une amende de 2 millions à 10 millions ou l'une de ces deux peines. Vous voyez, dans le fait de violer l'intimité d'une personne et donc de publier les images d'une personne relevant donc de son intimité. Voilà. Est-ce qu'il est possible pour une personne de porter plainte contre une personne qui détient des images ou des vidéos de sa nudité? Oui. Sans que la personne l'ait partagé sur les réseaux sociaux? Alors, vous voyez, j'ai essayé de faire une lecture très stricte de notre loi et vous allez voir, le code pénal togolais parle d'atteinte ou de violation de l'intimité de la personne lorsque vous publiez ou vous diffusez. Donc, il n'y a pas la notion de lorsque vous avez en votre possession les images. Encore faudrait-il qu'avant de publier, il faut les avoir en votre possession. Oui. Vous voyez. Il s'agit de ça dans ce cas. Voilà. Mais non, ailleurs, quand vous regardez, par exemple en droit français, même le fait juste de posséder suffit à ce qu'on vous poursuive pour violation, comment on appelle, de l'intimité de la personne. Maintenant, sur cette question, le fait, en réalité, strictement, si on veut être dans l'interprétation stricte, surtout que le code pénal, on l'interprète strictement, oui, c'est que le fait de disposer des images de quelqu'un, on va pas, pour l'instant, on ne dira pas que vous avez consommé l'infraction. Mais si la personne s'en rend compte que vous avez à votre disposition ces images, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous l'avez fait savoir. On peut dire un début. Et donc, très rapidement, puisqu'il n'y a pas encore d'infraction, puisque vous n'avez pas publié et que c'est resté juste avec vous, et là encore, le juge va chercher à voir comment est-ce que vous les avez obtenus. Voilà. Est-ce que ça a été volé? Voilà. Si ça a été volé, là, clairement, on est dans la violation de l'intimité de la personne. Mais si c'est quelqu'un qui les a partagés avec vous, là encore, il faut observer. Si vous n'êtes pas complice, et que bon, vous avez juste les images, sans forcément avoir une intention, comment on appelle, vous n'avez pas une intention de nuire, mais quand même, la victime sait que vous avez ces images, même sans intention de nuire, elle peut saisir le juge et demander à ce que vous supprimez. Donc, même si... Donc, tout dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et aussi, il faut dire que dans ces situations, il y a véritablement un rôle d'interprétation qui est laissé au juge, quoique le juge doit faire une interprétation stricte de ce qui est écrit. Donc, pour revenir, le fait de détenir une image, strictement d'après la loi, n'est pas encore une infraction. Strictement, n'est pas encore une infraction. Mais non, si vous les obtenez, parce que vous les avez volés, là c'est différent. Pirater encore, c'est pire. Là, on rentre dans la cyber. Justement, là c'est autre situation carrément. Ce sont des infractions. Vous voyez, ce sont des infractions. Donc, quand vous détenez, la question qui sera posée, comment vous les avez obtenues? Par exemple, aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux ce qui se passe en Guinée équatoriale, où aujourd'hui pratiquement tout le monde, ou un peu certaines personnes, ont dans leur téléphone des vidéos de ce monsieur. Oui. Dans cette situation, par exemple,
Si aujourd'hui, il décide d'ailleurs, il y a la difficulté, le problème d'extraterritorialité de la loi pénale. Si aujourd'hui, par exemple, il décide de porter plainte, d'abord il portera plainte contre ceux qui ont diffusé dans un premier temps, et à quelque part, il y aura indirectement, même si ça ne se dit pas, c'est que toutes les personnes qui possèdent les vidéos, normalement, doivent les supprimer. Normalement, doivent les supprimer. Mais vous ne les supprimez pas et vous les gardez. Vous les gardez à quelle fin? Vous voyez? Et donc, si c'est que cette personne a la possibilité de venir jusqu'à vous et elle a la possibilité de saisir le juge et de demander que vous supprimiez ces images parce que vous êtes en train de porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée. Vous voyez? Mais parfois, c'est des questions qui sont très difficiles et comme je le dis encore, le juge a un grand travail donc d'interprétation. C'est le juge qui apprécie véritablement la situation et donc dit fermement telle situation, il s'agit d'une infraction ou telle situation n'est pas dans une infraction, mais vous devez supprimer. Mais non, lorsqu'on prend le cas que j'ai cité de cette personne qui détient les photos à caractère sexuel d'autrui dans son téléphone, est-ce qu'on peut, comment dire ça, passer à une requalification des faits pour porter plainte? Est-ce qu'on peut requalifier la faute? Alors, la requalification, c'est souvent le travail du juge. Le fait de détenir les photos de quelqu'un. Parce que de toute façon, lorsque vous allez porter plainte, le juge va faire comme on appelle. D'abord, vous portez plainte devant le ministère public, donc le procureur de la République, parce que vous êtes en train d'estimer, vous êtes en train de qualifier l'infraction d'atteinte ou de violation de votre intimité. Parce qu'il s'agit des images relevant de la vie, de votre vie privée. Donc maintenant, le procureur de la République va faire son travail. Et donc, en faire quoi? À rassembler les éléments nécessaires qui puissent faire, comment on appelle, les éléments constitutifs de l'infraction. Vous voyez? Donc, pour qu'il y ait une infraction, il faut 3 éléments. Vous voyez? Il y a l'élément moral, l'élément matériel, et surtout, il faudrait que l'infraction en question ou bien la situation soit prévue par la loi. Donc maintenant, si ces 3 éléments sont réunis, l'élément moral, vous possédez ces images, à quelle fin? Vous les avez obtenues comment? Donc, le procureur va commencer par faire un travail pour voir si l'infraction, il y a infraction. Maintenant, s'il y a infraction, c'est que vous serez jugé et condamné. Maintenant, si le procureur essaie de faire des enquêtes, naturellement, la personne qui possède les images sera interpellée et qu'on s'en rend compte que les 3 conditions ne sont pas réunies pour parler d'infraction, dans ce cas, on peut vous demander de supprimer. Donc, quand même, on est en droit de vous demander de supprimer parce que ce n'est pas vos images. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans un autre cas, une situation où il y a un partage de masse d'une vidéo à caractère sexuel, oui. Est-ce que les personnes qui ont reçu, ça peut être en masse, hein, des centaines, des milliers de personnes, ou même une dizaine de personnes, est-ce que ce genre de personnes peuvent être sanctionnées par la loi, ils peuvent être frappées par la loi? Non. En cas de plainte. Alors, en cas de plainte, tout le monde ne va pas être sanctionné. Bon, je le dis de cette façon parce que il y a une diffusion d'informations. Donc, c'est l'auteur de la diffusion qui sera sanctionné. Et maintenant, il faut dire que le but aussi de la sanction, c'est quoi? C'est à des fins dissuasives. Donc, on sanctionne à des fins dissuasives. Donc, quand on va sanctionner le premier auteur de la diffusion ou encore ses complices, c'est que toutes les autres personnes, en principe, qui ont les vidéos doivent les supprimer. Parce que si A a été sanctionné, vous aussi pouvez être sanctionné à la même intensité. Maintenant, si vous ne supprimez pas et que la personne s'en rend compte après, vous pourriez être sanctionné. Mais tout de suite, ça sera difficile de poursuivre tout le monde. Mais encore que c'est au cas par cas. Mais si c'est une situation, c'est le monde entier. Hein? Tout le monde a reçu partout les vidéos en question. En parenthèse. Donc, vous allez voir que c'est plus les auteurs de la diffusion. C'est sur eux qu'on mettra la main. Et comme le but de la sanction, c'est pour dissuader les autres aussi de ne pas commettre la sanction. Alors, ce qui va se passer, c'est que après la décision du juge, il faudrait que vous aussi vous supprimiez. Et c'est sûr que le juge, dans son dispositif, va dire donc supprimer tout ça. Et donc, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres personnes qui ont les vidéos seront interpellées consciemment de les supprimer.
Justement, parlons de sanctions. Est-ce que la sanction a pour but de punir l'acte immoral ou de dédommager la personne qui a subi le préjudice? Oui, alors, quand il y a sanction, quand il y a infraction, pardon, c'est que il y a mise en mouvement de l'action publique. Ça, c'est le ministère public, le procureur de la République qui va procéder à l'enquête et tout cela aux vérifications. Maintenant, le procureur de la République, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander, parce que d'abord, quand il y a une infraction, c'est que le procureur de la République défend la société, comme on le dit. Donc, lui, il va instruire, ensuite poursuivre et poursuivre devant le juge. Donc, il y a deux catégories de juges. Il y a ceux qui sont assis et il y a ceux qui sont debout. Donc, on parle de magistrature du siège et magistrature du parquet, donc procureur de la République. Donc, ceux qui sont debout, comme on le dit, eux poursuivent. Mais quand ils poursuivent, ils estiment qu'il y a infraction. Donc, il faut quoi? Ils vont, comme on appelle, introduire l'affaire devant, je le dis en ces termes, devant la juridiction, donc de jugement. Et donc, maintenant, le juge assis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprécier les éléments apportés par le procureur de la République. Et en ce moment, le travail que comment on appelle, le procureur de la République est en train de faire ne permet pas à la victime d'obtenir des dommages et intérêts. C'est pour cela que la victime doit faire encore une autre action au civil. Voilà. Okay. La victime doit faire encore une autre action au civil. Vous êtes victime d'une atteinte de violation de votre intimité. Revenge porn, par exemple. Voilà. Là, peut-être, on prend cette situation où vos images ont été diffusées et donc violant votre intimité. Vous saisissez le procureur de la République. Le procureur de la République, lui, va s'arranger à ce qui est punition parce que lui défend la société. Et ça, donc, vous portez atteinte à un individu, mais en même temps, c'est que vous êtes en train de commettre une infraction contre l'État. On le dit de cette façon. Donc, contre la société. Donc, pas l'État typiquement. Et donc, là, le procureur de la République va faire son travail en mettant en mouvement l'action publique. Maintenant, à côté, ce n'est pas le procureur de la République qui va négocier les dommages et intérêts pour vous. Donc, vous deviez refaire une action civile, maintenant devant le juge civil. Donc, vous allez demander, comment on appelle, les dommages et intérêts, en justifiant, bien sûr, du préjudice que vous aviez subi. Peut-être la perte d'un emploi après qu'on ait diffusé vos vidéos. Voilà, donc vous pouvez demander au juge, donc voilà, il y a une perte d'emploi. Ces vidéos qui ont été diffusées vous ont causé un dommage. Donc maintenant, le juge va essayer d'établir, est-ce qu'il y a une faute de diffusion, puisque de l'autre côté, pénalement, la personne est punie, donc c'est qu'il y a une faute. Maintenant, vous avez subi un préjudice. Maintenant, on va vérifier la causalité. Est-ce qu'il y a un lien entre la faute et la perte de votre emploi? Si effectivement les conditions sont réunies, là, on condamnera la personne à payer des dommages et intérêts. Parfois, ce qu'on observe, c'est que quand les personnes saisissent le procureur de la République, ça s'arrête là. Je ne vois que le procureur ou la loi, le procureur de la République instruit conformément le ministère public, pardon, instruit conformément à, comment on appelle, au code pénal. Et là, on parle d'amende. Il faut observer que les amendes qui sont versées ne sont pas versées à la victime. Ah oui? Non, les amendes qui sont versées au trésor public. Ne sont pas versées à la victime. C'est ce qu'il faut observer. Les amendes qui sont prévues dans le code pénal, ce n'est pas pour la victime. Et les dédommagements? Alors, maintenant, quand on va dans l'autre cas où vous avez saisi le juge pour demander des dédommagements, c'est en ce moment que les dédommagements, les dommages et intérêts vous sont versés. Mais il ne faut pas penser que, puisque la loi dit violation, en cas de violation de votre vie privée, la personne est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions. Pour cela, les 2 millions et les 10 millions vous seront versés. Non, non, non. Ça sera versé au trésor public. Donc, les amendes, c'est dans le contexte pénal. Oui, oui, oui. Et les dédommagements. Maintenant, les dommages et intérêts, il faut aller au civil. Voilà. Super. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que, mis à part la personne qui est directement touchée par le préjudice, est-ce que le conjoint, le partenaire ou les proches, parents, comme frères, sœurs, amis, peuvent également porter plainte s'ils voient l'intimité ou la nudité de leur
proches de leurs parents être exposés sur les réseaux sociaux? Alors, porter plainte, c'est qu'on est toujours dans le jeu de l'action publique. Oui. Et là, vous pourriez porter plainte. Maintenant, c'est au procureur de la République de juger de l'opportunité de poursuivre, de sanctionner ou pas. Parce que le mouvement de l'action publique dépend du procureur de la République. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que vous pourriez demander des dommages et intérêts? Bon, si vous n'arrivez pas à prouver que vous êtes des victimes par ricochet, parce que aussi pour saisir surtout le juge en matière pour demander des dommages et intérêts, il faut justifier d'une qualité pour agir. Donc, vous agissez en quelle qualité? En tant que qui? Voilà, en tant que qui. Et puisque vous n'êtes pas la victime, vous n'êtes pas la personne dont les images ont été publiées, il sera difficile de rapporter cette qualité. À moins que vous justifiez que le dommage, le préjudice, pardon, subi par la victime vous a causé aussi un dommage. Peut-être la victime a perdu son emploi, alors que vous êtes l'enfant de la victime, ou bien vous nourrissez grâce aux revenus de la victime et depuis la perte de l'emploi, la victime n'a plus d'activité et donc vous n'avez pas d'aliments. Donc sur ce, puisque c'est la faute de quelqu'un, là on peut estimer que vous êtes une victime par ricochet. Et là, vous saisissez le juge pour demander des dommages et intérêts. Ça peut être également le cas, c'est une question que je pose, est-ce que ça peut être le cas si on se trouve dans la situation où le préjudice a été subi par un mineur? Ce sont les photos d'une adolescente ou d'un adolescent qui ont été publiées. Là encore, la loi est plus sévère. La loi est encore plus sévère. Et au niveau de l'action publique, naturellement, le procureur va mener l'action. La personne sera punie. Voyez? Et donc, les sanctions sont encore plus lourdes. Mais non. À côté, lorsqu'il s'agit de l'action civile, puisque le mineur n'a pas encore la capacité d'ester en justice, c'est-à-dire que le mineur n'a pas encore la possibilité de saisir le juge, donc les parents peuvent saisir le juge, donc en vertu de l'autorité parentale qui leur est reconnue, donc de saisir le juge pour demander des dommages et intérêts pour leur enfant mineur victime de cette situation-là. Il y a une question de consentement qui revient généralement lorsqu'il y a des vidéos ou des photos d'intimité qui fuitent. Lorsqu'une personne a accepté d'être filmée, qu'on filme ses ébats sexuels, est-ce que ça veut dire qu'indirectement, elle a accepté que la vidéo ou les images soient utilisées, exploitées de n'importe quelle manière? Alors, filmer est différent de diffuser. Et lorsque vous donnez votre consentement pour être filmé, cela n'induit pas automatiquement que vous êtes en train de donner votre consentement pour que ces images soient diffusées. Et donc, vous pourriez aussi, en retour, porter plainte contre cette personne-là qui a diffusé vos images. Vous voyez? Parce que vous subissez un préjudice. La personne, vous pouvez bien être en intimité avec la personne, mais vous êtes la seule personne qui a été filmée et après, ces images ont été diffusées. Vous voyez, donc vous pourriez naturellement porter plainte. Donc, le fait d'être filmé n'emporte pas le droit de faire comme on appelle, de reproduire, d'exploiter ces images qui ont été filmées. Et moi, de toute façon, je donne un conseil. Pourquoi se filmer? Question. Bon, pourquoi se filmer? Voyez? Donc, dans certaines situations, il faut véritablement éviter parce qu'aujourd'hui, on utilise des supports comme le téléphone. On n'en sait même pas comment est-ce que le téléphone est fabriqué. On ne sait même pas quand on supprime d'ailleurs, est-ce que c'est véritablement supprimé? Voyez? Nous n'avons pas d'usine de fabrication de téléphone. Tout nous vient d'ailleurs. Vous lisez le contenu, les conditions générales d'utilisation des téléphones et consorts. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On utilise comme moyen de communication, mais les photos, les images, nous les supprimons. Est-ce que ça part, ça disparaît réellement? Non. Donc, mieux vaut ne pas du tout en prendre. Voyez? Alors, que nous dit le législateur lorsque on est dans une situation où on a été filmé à notre insu? Alors, vous avez été filmé à votre insu. Oui. Ça dépend. Si c'est dans un cadre intime, je pense qu'on en a longuement parlé. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Si vous avez été filmé et que cela a été diffusé, vous pourriez porter plainte. Maintenant, dans le cas où vous avez été filmé en public, bon,
et que vous estimez que cela porte atteinte à votre dignité, voyez, à votre personne, vous pourriez toujours saisir le juge. Et vous saisissez cette fois-ci le juge civil surtout. Donc, pour demander quoi? Donc, le juge, ça peut être le juge de l'urgence, pour demander rapidement qu'une décision soit prise. Et en amont, vous pouvez déjà faire une démarche vers la personne en l'invitant à supprimer. Mais lorsque l'auteur de la publication ne réagit pas, on pourrait saisir le juge et donc, dans l'urgence, le juge peut prendre une décision pour demander la suppression. Vous pouvez demander même des dommages et intérêts si vous estimez toujours que vous avez subi un préjudice. Et là, surtout, il faut rapporter la preuve véritable du préjudice subi. Est-ce que dans cette situation, on peut parler d'abus de confiance? Abus de confiance. Parce qu'on a été filmé à notre insu, on ne savait pas qu'on nous filmait. Alors, on ne parlera pas pénalement d'abus de confiance parce que la loi définit l'abus de confiance autrement. Vous voyez? Donc, dans cette logique, on ne saura parler d'abus de confiance. Vous voyez? Alors, par exemple, on dit l'abus de confiance, c'est le fait par une personne, vous voyez, de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou des biens quelconques qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre. Donc, vous voyez, on vous remet quelque chose et puis après tout, vous refusez de les rendre. Vous voyez, donc il peut s'agir d'argent, il peut s'agir d'un bien, il peut s'agir d'une valeur. Donc, c'est en cela qu'on va parler d'abus de confiance, surtout vous en faites un usage déterminé. Vous voyez, un autre usage. Vous voyez. Donc, dans le cas de l'image, on ne sera pas parlé d'abus de confiance. Ce n'est pas la qualification. Ce n'est pas la qualification que retient la loi. Peut-être qu'on reviendra pour nous donner la terminologie exacte. Bon, là, on va attendre peut-être que le législateur, mais moi, je ne trouve pas l'intérêt si vous êtes en public. Et d'ailleurs, quand vous prenez non, en privé, je parle du cadre privé. Non, dans le cadre privé, j'ai parlé d'atteinte à la vie privée. Oui, voilà. Tout simplement. Oui, tout simplement. Que vous soyez filmé à votre insu, c'est d'ailleurs ce qui est prévu. Et que vous devez donner votre consentement après que cela a été fuité. Tout cela rentre dans le sceau de l'atteinte à la vie privée. Maintenant, si c'est en public, bon, on ne va pas parler d'atteinte à la vie publique. Vous voyez, donc, on parlera non plus d'abus de confiance. Mais lorsque vous estimez toujours, puisque vous avez ce droit de l'image, et donc, grâce à ce droit, vous avez le droit de revendiquer l'usage qui est fait de votre image. Oui. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on fait l'objet d'un chantage parce qu'une personne qu'on ne connaît pas ou une personne qu'on connaît menace de publier des photos de notre nudité? Une personne qu'on ne connaît pas, mais quand même qui est entrée en contact avec nous pour nous menacer. Moi, je pense tout simplement qu'il faut saisir les autorités judiciaires et ceux-ci vont procéder aux enquêtes. Lorsque quelqu'un vous écrit et vous menace de publier vos images, tout simplement, remettez son numéro au procureur de la République dont vous portez une plainte parce que vous sentez des menaces. Et la loi aussi punit les menaces. Vous voyez, le fait de menacer quelqu'un, lorsque ça porte comme on appelle, entraîne un danger pour la personne, vous donnez le numéro au procureur et vous portez plainte, mais vous ne réagissez pas. Parce que de toute façon, que vous suppliez, que vous envoyez l'argent, vous n'êtes pas sûr que la personne ne publiera pas. Mais lorsque vous portez plainte ou vous signalez cela, le procureur de la République, je pense que eux, avec la police judiciaire, voilà, ils ont forcément les outils nécessaires pour procéder aux enquêtes. Est-ce qu'il y a possibilité de dommages et intérêts? Alors, il faut déjà identifier la personne. Maintenant, si vous identifiez la personne, vous estimez que ce chantage vous a causé un dommage, faudrait-il encore rapporter la preuve du dommage subi? Voilà, si que vous avez envoyé de l'argent. Peut-être que le chantage a déjà débuté et vous avez envoyé de l'argent. Ah, d'accord. Si vous avez déjà envoyé de l'argent, bien sûr, vous pouvez demander des dédommagements. Mais ça ne sera pas devant le procureur parce que devant le procureur, on ne fait que porter plainte. Donc, il faut aller devant maintenant le juge assis qu'on appelle le juge de droit commun ou le juge civil, hein, dans certaines mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces données? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dans un premier exercice, il faut minimiser, comment on appelle, le partage de ces données. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Moi, la dernière fois, je réfléchissais un peu à cette donnée que j'ai publiée. Quand on va sur LinkedIn, on va voir un peu de tout, mon parcours, mon nom. On va sur Facebook. Déjà, quand on prend LinkedIn, on prend Facebook, on peut avoir une idée de l'activité que j'exerce. On peut avoir une idée des personnes que je fréquente. On peut savoir mes goûts,
mon intérêt et tout cela. Donc, ça veut dire que j'ai tellement donné d'informations sur moi. Mais encore, il faudrait être conscient des informations que vous donnez. Et là, vous êtes prudent quand une situation est en face. Maintenant, la meilleure des façons, c'est de véritablement minimiser les informations que vous partagez. À chaque fois que vous estimez qu'il n'est pas nécessaire de donner une information, ne la donnez pas. Vous vous présentez, vous n'avez pas besoin de donner votre âge, à moins que ça soit nécessaire dans le cas, là où vous êtes en train de vous présenter. Je donne juste un exemple de l'âge, par exemple. Donc, de toujours minimiser, que ça soit matériellement, donc physiquement, ou encore que ça soit en ligne sur les plateformes que nous visitons et tout cela. Il faut faire attention aux informations que nous donnons. Et en ce qui concerne l'image, comment protéger? Alors, protéger son image, c'est de limiter la diffusion de son image. Vous allez observer sur Facebook, à un moment donné, Meta, j'avais fait une publication où Meta disait qu'à un moment donné, ils vont utiliser un peu les images, ils vont nourrir leur système d'intelligence artificielle avec les images qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez un peu. Donc, plus vous donnez vos images à Meta, Meta va les utiliser comment on appelle, à alimenter ces systèmes d'intelligence artificielle. Du coup, il faut limiter la diffusion de ses propres images. Et surtout, il faut limiter de prendre certaines images, certaines photos de soi, dans des situations où, si elles fuitaient, cela porterait atteinte à votre dignité. Oui. Des photos intimes, des vidéos. Des photos intimes et tout cela. Regardez-vous devant le miroir et ça suffit. Oui, c'est bon. Ah oui, alors. Vous avez un dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une révolution technologique. Je ne parlerai même pas d'évolution. Révolution technologique où tout le monde court dans tous les sens. Il y a aussi de la désinformation, un peu de tout. Mais ce que je dirais, c'est que chacun soit prudent, chacun soit véritablement éveillé et prenne conscience que les choses changent. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où l'information va très vite, plus vite. Et donc, il faut véritablement être prudent sur chaque interaction et surtout avec l'usage des technologies de l'information. Il faut savoir que chaque like, chaque clic, donc chaque partage compte. Donc aujourd'hui, on a toute une vie sur Internet, donc il faut véritablement faire attention à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on fait. On fait ce qu'on poste et faire attention à son image, à ne même pas posséder dans son téléphone des images de nous à caractère intime qui pourraient un jour nous porter préjudice. Évidemment. Alors, c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission. Emmanuel Signon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Radio Djina. Merci. À vous, chers auditeurs, merci pour la fidèle écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée au droit. C'était Méchac aux commandes. À bientôt.